quand tu vois que des cryptos peuvent gagner 100% en une semaine, tu es attiré en fait par l'appât du gain. La psychologie rentre énormément en ligne de mire à ce moment-là. Investir sur les marchés financiers, c'est quelque chose où il faut être très rigoureux, avoir des règles, avoir des plans. Si on n'a pas de règles, pas de plan, pas de stratégie, on est voué à l'échec. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Ça y est, on démarre cet épisode, l'épisode que j'attends depuis un petit moment. On a mis un petit moment avant de pouvoir l'enregistrer. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Bonjour Gérald, écoute, très content de te retrouver pour ce point estival pendant que d'autres sont à la plage. C'est ça, exactement. Très heureux donc de te retrouver pour tes podcasts. J'en ai écouté quelques-uns et j'aime beaucoup ton travail. Bon, mais super, merci beaucoup. Il y a un mois et demi, on se contacte et moi, mon approche, c'est tout le monde me dit que winter is coming, que c'est un peu le bazar un peu partout dans l'investissement, de manière économique, enfin, l'économie est un peu en bazar, et je me suis dit, du coup, je vais contacter Nicolas. Et alors, il s'est passé un mois et demi. Ce qui est intéressant, c'est que la situation, elle peut avoir l'impression on peut avoir l'impression qu'elle a évolué, du moins. Et donc, on va en parler. Est-ce que, avant tout ça, tu pourrais te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Nicolas Chéron, je travaille chez Zone Bourse en tant que stratégiste. J'ai fait mes armes en fait chez Zone Bourse, qui est un des principaux sites boursiers français, il y a 16 ans. Ça remonte. Donc spécialité sur le marché action, l'analyse technique, le sentiment des opérateurs, l'analyse fondamentale. J'ai ensuite travaillé pour différents courtiers, FXCM en 2010, qui était le leader mondial sur le marché d'échange, donc le Forex, les devises. J'y ai travaillé pendant 5 ans. Ensuite, j'ai travaillé chez CMC Markets, qui était un des plus gros courtiers anglais sur les produits CFD. Les CFD, en fait, qui permettent de pouvoir trader sur à peu près tout, que ce soit la volatilité, les cryptos, les actions. Ensuite, je suis revenu chez Bink Bank, qui était un gros courtier hollandais présent en France, qui a été racheté par Saxo Bank. Et il y a 2 ans maintenant, je suis revenu chez Zone Bourse, où l'équipe était passée de 5 à 25 personnes, avec une super équipe d'analystes, et où je me suis occupé de faire tout ce qui est démocratisation de l'investissement au sens large pour les investisseurs particuliers, éducation, vulgarisation, décryptage macroéconomique sur les marchés boursiers. Je traite beaucoup des actions, mais je suis aussi les indices, les matières premières et les cryptos. Alors je ne suis pas spécialiste dans tout, mais j'essaye en fait d'englober comme ça toutes les classes d'actifs qui rentrent aussi dans mon processus d'investissement. Et voilà, mon but, c'est d'apporter des clés de lecture aux investisseurs particuliers. J'aime bien discuter avec eux et j'aime bien leur rappeler toutes les bêtises que j'ai fait et qu'il faudrait qu'ils ne fassent pas dans les années à venir. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes qui sont répétés et qui continuent ces mêmes erreurs qui continuent à être faites. Oui. Alors c'est vrai que c'est assez fou. Alors d'une part, on répète parce qu'il y a un flux de nouveaux entrants sur les marchés boursiers qui est continu, d'autant plus après le Covid, qui a amené un flux assez énorme, que ce soit en France ou à l'étranger, sur les marchés financiers. On répète les règles parce que tu sais, la bourse, ça touche à l'envie d'investir, mais ça fait aussi frétiller. Quand tu vois que des valeurs peuvent gagner 10, 20, 30% par jour, quand tu vois que des cryptos peuvent gagner 100% en une semaine, tu es attiré en fait par l'appât du gain. La psychologie rentre énormément en ligne de mire à ce moment-là. Et parfois, tel un enfant qui a besoin de mettre sa main sur une plaque chaude pour vérifier qu'elle est chaude, l'investisseur va vérifier que voilà, il trade à contre-tendance, il met de l'effet de levier, bref, il transgresse des règles et à chaque fois le marché le rappelle à l'ordre.
Je pense qu'on peut dire ça dès le départ. Investir sur les marchés financiers, c'est quelque chose où il faut être très rigoureux, avoir des règles, avoir des plans. Si on n'a pas de règles, pas de plan, pas de stratégie, on est voué à l'échec. Et donc, voilà, il faut poser des règles et des bases pour pouvoir ensuite naviguer et faire en sorte que cette partie psychologie, en fait, soit bien moindre, bien moins important dans ton schéma décisionnel et que tu sois beaucoup plus comme un pilote de ligne ou un chirurgien qui a une checklist et qui va se dire, ok, est-ce que c'est une valeur de qualité? Est-ce qu'elle est haussière? Est-ce que les indices sont haussiers? Est-ce qu'on n'est pas avant un grand rendez-vous? Est-ce que j'ai pas mis trop de levier? Voilà, et tu check, et tu check, et tu check, et une fois que tu as tout checké, là tu peux y aller, et celui qui fera ça, ils sont rares, aura beaucoup plus de chances de perdurer dans le temps que celui qui va lire un forum ou lire Twitter et cliquer à droite à gauche dès le lundi matin 9h02 parce qu'il a une pulsion d'envie de trader. C'est ça. Et du coup, on peut dire, alors, du coup, on y va pour se créer pour se créer des sensations, mais en fait, le meilleur moyen de réussir, c'est d'agir plutôt comme un robot en suivant vraiment la checklist. C'est clairement ça, quoi. Totalement, totalement, et je dirais que peut-être une des choses les plus importantes, c'est le timing, c'est-à-dire le temps d'investissement. Euh, En fait, on se rend compte que plus les gens font des opérations de court terme, plus ils passent des ordres, plus ils utilisent du levier, plus ils se plantent. Plus ils font du moyen long terme, plus ils font de l'investissement, plus ils font de la diversification, des achats programmés et une augmentation de leur couverture globale dans le temps, plus ils font quelque chose de carré. Euh, et aussi, moins ils y passent de temps, moins ils sont stressés, plus leurs résultats sont bons. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a bien une chose que j'ai bien cerné ces 10-15 dernières années, et ça se vérifie dans les chiffres, c'est que 90% des traders particuliers perdent, alors que 90% des investisseurs long terme qui gardent leurs actions, leurs cryptos, leurs métaux plus de 5 ans, 10 ans, eh bien eux augmentent leur espérance de gain et font baisser leur niveau de stress, leur niveau de temps passé, etc. Et c'est très important pour les jeunes qui nous écoutent. Si on a 20 ans, si on a 25 ans, 28 ans, qu'on commence à travailler, qu'on commence à gagner de l'argent, il faut investir le plus tôt possible, puisque avec le temps, on va avoir la magie des intérêts composés qui vont s'accumuler dans le temps et qui vont exponentialiser la performance. Quand on regarde Warren Buffett, par exemple, il a fait augmenter son equity, son argent jusque 60 ans, et c'est après ces 60 ans que ça s'est littéralement envolé. Alors Ouais, nous, il on est aimerait bien devenu, que ce soit un peu avant quand même, ouais, parce qu'il est devenu milliardaire assez tard, hein. Je sais plus quel âge, mais mais ouais. c'est, Ouais, c'est à peu près autour des 60 ans que ça s'est littéralement envolé. Mais tout ça pour dire que là où certains vibrent à court terme avec l'espoir de gains rapides, parfois il vaudrait peut-être mieux se faire un tableau et l'étirer sur les 15-20 ans à venir et voir justement qu'en mettant 100, 200, 300 euros par mois, on peut être millionnaire. Et donc en se disant que c'est en jouant sur le temps long et la qualité de l'investissement qu'on va réussir à faire de belles choses et pas en se prenant pour un trader en effet de levier et en allant servir de chair à pâté aux gros investisseurs sur les marchés. et est-ce que justement, il n'y a pas, est-ce qu'il faut pas être le bon mari d'un côté et le mauvais coucheur de l'autre? C'est-à-dire, mon analogie elle est clairement douteuse, mais en gros, est-ce qu'il faudrait pas être rigoureux, faire un bon DCA sur un compte et un autre compte qu'on est prêt à perdre? Parce que est-ce qu'on n'a pas besoin, comme tu le disais, de se brûler la main? Est-ce qu'on ne doit pas se mettre sur, je sais pas, sur eToro, je ne sais quoi? J'ai rien contre eux, d'ailleurs, j'y étais. Mais c'était, est-ce qu'on ne doit pas se cramer l'équivalent d'un mois de revenus, quelque chose de significatif, en disant voilà, je les ai perdus, je vois que c'est un vrai métier. Il y a celui qui va débuter et qui va faire effectivement un investissement long terme d'un côté et avoir un petit compte de l'autre. Peut-être que parfois il va le cramer pour se rendre compte que ce n'est pas fait pour lui. Ou peut-être que parfois ce petit compte va lui permettre de faire un petit trade avec du levier de temps en temps et de d'éponger cette partie psychologique, cette envie de prendre du risque. Plus les années passent, plus je me suis rendu compte que alors ça prend en compte plein de sujets, donc après on va pouvoir les faire après les autres, mais plus j'ai remarqué qu'il ne faut pas être monoproduit, il ne faut pas faire que des actions ou que des cryptos
ou que des métaux. Et là, tu vas me dire, alors Nicolas, quel est le pourcentage que tu donnerais par poche, etc. Pareil, ça, j'ai remarqué que c'était une erreur faite par de nombreux formateurs boursiers de dire, vous devez trader tel actif de telle façon, vous devez trader le DAX en données 4 heures, vous devez faire de la crypto de telle manière, vous devez mettre tel pourcentage, tel pourcentage. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, il y a besoin d'avoir de tout. Simplement, en fonction de ton âge, de ton profil, de ton risque management, eh bien, tu vas être plus ou moins enclin à faire un peu plus ou un peu moins de crypto, un peu plus ou un peu moins de métaux, un peu plus ou un peu moins d'actions. C'est ce qu'on appelle, il y a un américain, c'est la méthode Bogle. La méthode Bogle, c'est de faire du DCA, du dollar cost average, donc des achats mensuels programmés pour faire monter comme ça, d'acheter des cryptos tous les mois, d'acheter des indices tous les mois et de faire du long terme. Warren Buffett aussi d'ailleurs l'a dit, hein. Acheter du S&P 500 tous les mois vous ferez mieux que 95% des gérants. Et c'est vrai. Il y a seulement 5 à 10% des fonds d'investissement et des gestions qui battent le S&P 500. D'ailleurs, et c'est malheureux, mais j'espère que ça va changer en France, tu te doutes bien qu'il y a des milliards et des milliards qui sont gérés par des sociétés de gestion qui se prennent 1 à 2% tous les ans sur les épargnants français. C'est 48 milliards d'euros de frais qui sont ponctionnés tous les ans à l'ensemble des Français pour faire vivre toutes les sociétés de gestion dont on sait que seuls 5 à 10% battent l'indice. Et pour ceux qui ne savent pas, trader l'indice, ça coûte beaucoup moins cher du coup. Aujourd'hui, il y a des courtiers comme Trade Republic où tu peux faire un DCA sur le S&P 500 sans passation d'ordre, sans frais. C'est complètement dingue. Les coûts, il n'y a plus de tenue de compte, il n'y a plus d'ouverture de compte, mais on verra ça après sur la facilité de l'investissement. Allez, j'essaie de revenir un petit coup en arrière sur ces différentes poches. Moi, je dirais que ça doit varier. C'est-à-dire, les cryptos, si t'as pas envie d'en avoir, t'en as pas. Mais si tu veux en avoir un peu, c'est 5%. Si t'es vraiment fan, tu peux en avoir peut-être 10 à 15% dans ton portefeuille. Ça va pimenter ta performance. Les métaux, c'est quelque chose dont trop peu de gens parlent, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avoir de l'or et de l'argent à long terme, des métaux précieux en tant que diversification qui monte quand il y a des conflits ou quand le dollar baisse, sachant qu'il est baissier sur 100 ans. Qui montent depuis 20 ans, qui sont parmi les rares classes d'actifs. L'or est un des rares actifs qui est haussier sur les 20 dernières années. Et les métaux, ce qui est sympa, c'est que tu peux en acheter via des ETF, mais tu peux aussi en acheter en physique et avoir quelques pièces en argent ou d'or comme une diversification, ça peut être sympa. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que c'est une diversification dans la diversification, d'avoir un peu des deux? C'est une diversification dans la diversification, c'est-à-dire que si tu penses qu'à un moment peut y avoir des soucis avec les banques, avec les courtiers, avec les produits financiers, eh ben t'as du physique, ça c'est du tangible, tu l'as dans ta poche, tu l'as chez toi ou dans le jardin de papy et mamie. Et certains ont une appétence pour ça, tu vois, notamment peut-être les personnes qui sont plus vieilles. Des gens qui vont vers 60-70 ans ont plus d'appétence pour des petits lingots d'or que pour de la crypto-monnaie, par exemple. Et est-ce que justement un bon investisseur, c'est un investisseur qui est plutôt sceptique, qui est plutôt prudent, qui n'a pas spécialement confiance en l'avenir, donc du coup il a vraiment intérêt d'être rigoureux? Est-ce que tu remarques ce genre de profil-là ou pas du tout? Plus tu investis en bourse, plus tu sais que tu ne sais pas et plus tu sais que tout est possible. Et donc le but, si tu veux, c'est que le soir, quand tu ailles te coucher, tu sois pas stressé par tes investissements, quoi qu'il puisse se passer. Si ça se passe très bien, tu as des cryptos qui vont monter. Si ça se passe très mal, tu as de l'or qui va s'apprécier. Si c'est la guerre civile, tu auras des pièces d'or dans ta poche. Bon, je vais un petit peu loin, mais pour celui qui veut avoir tous les scénarios, eh bien, il sera tranquille avec ça. Donc, allez, on va dire entre 5 et 15% de crypto, entre 10 et 25% de métaux, et puis après une grosse poche action, plus de 50, plus de 60%, à mon sens. Et dans cette poche-là, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, bah, tu peux avoir 80 à 90% en achat de dossiers long terme de rendement, en DCA sur des ETF, sur des indices, et tu vas avoir ta petite poche de 10 à 20% de cash pour faire joujou, pour aller trader une crypto, pour aller shorter le CAC 40 à contre-tendance pour protéger tes actions, pour aller, je sais pas moi, sur une action à la mode.
et ainsi éponger ton besoin de trading et d'adrénaline avec une petite partie de ton capital. Et donc je pense qu'il est important pour tout nouvel investisseur en bourse de commencer par une introspection. Qui je suis? Et donc, quel type d'investisseur je souhaite être? Est-ce que j'ai besoin de l'argent que je mets en bourse? Faut pas mettre de l'argent dont on a besoin. Est-ce que j'ai 20 ans, 25 ans et toute la vie devant moi? Ou est-ce que je suis à 65 ans, j'ai moins de revenus et j'ai moins de capacité d'épargne et de faire un DCA sur le long terme avec les intérêts composés? Est-ce que pour moi, être une tête brûlée, c'est de mettre 1% de son capital en risque sur un trade ou 10% de son capital? Parce qu'après, tu peux aussi voir que les connotations sont comprises différemment par les gens. Tu dis aux gens, soyez prudents. Il y en a un, il va te dire, bah ouais, je suis prudent, j'ai mis que 3% de mon capital sur ce scénario. Il y en a un autre qui va dire, mais 3% c'est absolument énorme, je peux pas me permettre une telle perte. Donc c'est pour ça que il faut regarder toutes les classes d'actifs, il faut regarder comment investir dessus, il faut leur donner un poids, il faut se donner une période de temps, plus elle sera longue, plus ce sera qualitatif. Et une fois qu'on a fait son introspection, qu'on a un peu découvert cet univers, parce que le problème c'est que l'univers de la bourse, tu mets le doigt dedans, tu te fais aspirer, et tu passes des trimestres, des années avant de comprendre comment ça fonctionne, les différents cycles économiques, le cycle boursier, cycle psychologique de l'investisseur, pourquoi faut acheter quand tout le monde a peur, pourquoi faut vendre quand tout le monde est euphorique, pourquoi faut essayer d'aller contre le consensus, pourquoi il faut pas suivre aveuglément les analyses des analystes comme moi, mais blague à part, le consensus des analystes boursiers, tu sais, qu'on retrouve sur plein de sites internet, acheter, vendre, conserver. Bon, ça c'est un danger parce que quand tu arrives sur des hauts ou des bas de cycle, en haut ils sont tous acheteurs avant la chute, ils mettent 6 mois, 1 an à retourner leur veste, et en bas ils sont tous vendeurs, il n'y a personne qui achète. Donc, mais ça tu le sais pas. Quand tu arrives en bourse, tu achètes une valeur 10 euros, tu vois une note de Berenberg qui sort qui dit ça vaut 15, tu dis waouh, j'achète. Bah oui, mais non. Est-ce que c'est une small cap? Est-ce que c'est une mid cap? Quel est le consensus? Est-ce que tout le monde est acheteur? Est-ce que des objectifs d'analyste ont déjà été atteints sur cette valeur? Bref, au début, il y a plein de faux amis, plein de choses à découvrir, de risques à éviter, d'erreurs à faire. Et donc, il faut prendre son temps, parce que la vie de l'investisseur, c'est toute sa vie en fait. C'est ça qui est génial. C'est que toi et moi, on va, je l'espère, investir dans les 50 ans qui viennent. Dans des marchés changeants, dans des sociétés qui vont changer, et on va certainement faire évoluer notre façon de penser. Tu vois, avant, moi, j'aurais pu dire, bah, faut faire que des actions. Ces dernières années, j'ai trouvé que faire de la crypto pouvait être intéressant en termes de diversification, tout comme j'ai trouvé un plaisir en ce début d'année, alors que le marché est extrêmement incertain, à me dire, tiens, si je mettais une partie de mes liquidités dans de l'or physique. Et quand il y a eu la guerre en Ukraine, que tout s'est cassé la figure et que j'avais mon or physique qui montait, je me suis dit, tiens, j'ai fait quelque chose là qui protège un peu mes autres actifs et qui fait que je dors mieux le soir et qui fait que je suis diversifié. Et c'est pour ça que je fais évoluer aussi mon avis sur ces 15 dernières années. Mais je pense en tous les cas qu'il y a pas mal de choses que j'ai appris que j'essaie de transmettre maintenant à tous ceux qui débutent. Et justement, chez Zone Bourse, quel est ton avatar? Qui te lit? Et voilà, comment tu interagis avec eux? Quel est réellement enfin, est-ce que tu peux estimer ouais, ton avatar? Excuse-moi, je me suis noyé dans ma question. Bah, en fait, si tu veux, moi je suis un homme sandwich. C'est-à-dire que mon but est de faire rayonner la marque Zone Bourse sur les médias, les réseaux sociaux, et d'apporter aussi du contenu sur le site. Donc on peut me lire comme tous les analystes de l'équipe sur le site internet, on peut y voir mon émission hebdomadaire, on peut y voir des stratégies de trading, etc. Mais après, parce que j'étais à Paris et que Zone Bourse se trouve à Annecy, je faisais tout ce qui était interview télé. Donc je faisais des interviews BFM toutes les semaines, des interviews Bismart tous les mois, je faisais des podcasts
comme la Martingale, l'investisseur 4.0, Finery, avec toi. Euh, et après, j'ai été présent sur tous les réseaux sociaux. LinkedIn pour les pros, Insta pour les jeunes, et ma plateforme principale, c'est Twitter. Twitter me permet en fait de partager ma lecture du marché, des informations, de la pédagogie, des idées, et de me faire voir de mes partenaires, tous les partenaires de Zone Bourse, de me faire voir des journalistes avec lesquels je travaille depuis une petite dizaine d'années, et de discuter avec les clients et d'avoir des interactions avec les clients, les lecteurs qui peuvent m'écrire en public ou en privé. Et c'est vrai que ces 10 dernières années, j'ai été très disponible pour pouvoir interagir comme ça avec les gens. Voilà. Et est-ce que tu as remarqué que ce profil, justement, il a évolué, ce profil de personne, de lecteur? Il y a quand même tous les investisseurs crypto, on va dire, qui sont arrivés en 2 vagues. La vague de 2017, qu'on a fait rentrer énormément. C'est des gens qui se sont pris ensuite le crack en 2018 et qui, pour beaucoup, sont restés, ont appris et ont profité de la vague ensuite haussière en 2020-21. Ces gens-là sont un peu plus expérimentés parce qu'ils se sont pris un premier crack, donc dans le deuxième, ils avaient un peu plus d'armes. Il y a eu la vague 2020-21, où là, on a eu encore sur les cryptos comme sur les actions, plein de newbies, de gens qui sont arrivés fleur au fusil, qui ont acheté en pleine crise, qui ont très rapidement gagné beaucoup d'argent et qui ensuite se sont fait pilonner. Ce qui est habituel, hein. Pourquoi je fais une petite différenciation entre les cryptos et les indices? Dans les cryptos, il y a un petit côté... un petit côté négatif, c'est le petit côté religieux de la chose, sectaire, des gens qui sont dans les cryptos qui disent les monnaies fiat c'est de la merde, l'euro ça vaut zéro, faut acheter des cryptos, on est anti-système, etc. Après, le côté anti-système, je le comprends. Si tu veux, t'arrives aujourd'hui, t'as 25 ans, tu vois que depuis 10 ans on fait tourner l'économie mondiale sur de la dette, qu'on est en train de créer post-Covid 15 000 milliards de dettes qui ont permis d'inflater les plus riches de la planète et de leur filer en gros 10 000 de ces 15 000 milliards. Tu te dis attends, que tous les commentateurs nous préviennent et que c'est pas possible, ça arrive. Ce truc. Ouais, c'est ça. Tu te dis le monde ne peut pas tenir comme ça, la finance ne peut pas tenir comme ça, donc je fais de la crypto-monnaie. Ce côté-là, à la limite, je le trouve intéressant. C'est le côté sectaire, on fait des cryptos, on fait rien d'autre, que je trouve un peu dommage. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ceux qui étaient arrivés en 2017-18 sur les cryptos, c'est que pour ceux qui avaient fait de l'argent, ils ont compris qu'il fallait diversifier. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui sont arrivés qui m'ont dit Nicolas, j'ai gagné 50, 100K, 200K sur les cryptos. Je me rends compte que j'ai été un peu chanceux, que voilà, j'aimerais bien acheter un peu d'IMO, j'aimerais bien acheter un peu d'actions, me diversifier, avoir du tangible et avoir des trucs un peu plus des titres de société qui vont me délivrer des dividendes, ou bien un petit appartement sonnant et trébuchant que je vais pouvoir louer. Quelque chose d'un peu moins totalement virtuel, dont on sait que ça perd 90% une fois tous les X trimestres. Donc sur les cryptos, voilà, il y a le côté sectaire, mais il y a aussi le côté un peu anti-système objectif de lecture de la société que j'aime bien. Et on va dire que ceux de 2017-2018 ont appris pas mal, se sont diversifiés, ceux de 2020-21 sont en train de l'apprendre. Sur le marché action, en fait, dès qu'il y a une crise, en 2000, en 2008, il y a un flux énorme de particuliers qui débarquent en bourse. Et c'est des gens qui vont parfois, voire souvent, faire des beaux gains sur les premiers mois et qui derrière vont se prendre une grosse claque dans la tronche et qui vont se mettre à bosser à ce moment-là, à comprendre que les marchés sont cycliques, à comprendre que ça peut pas marcher tout le temps, à comprendre qu'il faut savoir utiliser des stops de protection pour valider des gains, et mettre des règles de money management, de risk management, de comprendre la psychologie des marchés, bref, de creuser un peu plus le sujet que de se dire ah je suis arrivé, j'ai acheté les bonnes actions, j'ai gagné, waouh. Tu vois, alors Nicolas, en 2020-21, j'ai fait 25% par an, donc je pense que je vais quitter mon travail et que je vais me mettre à mon compte. Il y en a beaucoup de ça? Ouais, c'est vraiment une grosse Non, ça va. Partie. Il y en a que quelques-uns. Il faut comprendre que c'est extrêmement difficile et puis il faut savoir que
les rares traders que je connais qui sont des traders à compte propre. Tu le fais souvent via des sociétés, tu te fais imposer entre 50 et 60%, tu dois faire des gains pour pouvoir bouffer, donc c'est un métier. Et les mecs ont des CV, j'imagine, extraordinaires. Non, non, au contraire, c'est des énergumènes. Ça va de gens qui sont un petit peu des génies Asperger à des gens où tu te serais pas dit que la personne faisait du trading. Enfin, pour te donner un petit exemple tout bête, il y a à peu près 10 ans chez Zone Bourse, on avait fait un concours sur les actions. Le premier qui avait fini sur quelques mois à plus de 4000% de performance, le mec était gardien de parking. Ok. Faut être un peu je voudrais pas être je voudrais pas être mal pris, mais il y a des gens qui sont dans leur bulle, qui peuvent s'enfermer dans leur système, qui ont une façon d'être très stricte et ils n'ont pas forcément d'un CV. La plupart des traders pour compte propre que je connais qui gagnent de l'argent et qui en vivent, c'est plutôt des énergumènes. Parfois qui sont un peu asociaux, qui n'ont pas beaucoup d'amis, ou parfois qui sont des gens où tu n'aurais pas dit qu'ils faisaient du trading, parfois de gens totalement équilibrés, etc., mais qui font ça dans leur coin, qui n'en parlent pas à leurs amis parce qu'ils savent que c'est mal vu. C'est très spécial, mais de toute façon, en 10-15 ans sur les marchés, je me suis fait une dizaine, on va dire, de copains qui vivent de leur trading, mais sur des milliers de personnes que j'ai rencontrées. Donc encore une fois, c'est une toute petite poignée. Il faut des gros montants, il faut que tu aies 300, 400, 500 000 euros pour pouvoir trader dessus à l'année, faire des gains, etc. Donc vivre du trading est quelque chose de très complexe. Moi, je vis pas du trading, je suis analyste, formateur, vulgarisateur et depuis 10-15 ans, je prends une partie de mes revenus pour pouvoir les mettre dans différentes classes d'actifs et accumuler des actifs sur le long terme. Écoute, c'est très clair. On a eu une bonne idée de ton champ d'action chez Zone Bourse. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux sujet d'actualité, de tout va mal ou tout allait mal, ou est-ce que est-ce que Winter is coming comme le disent pas mal de monde? Je t'avais mis quelques graphiques pour montrer à quel point le long terme est intéressant. On se les re-regardera après si tu veux. Ou quand tu veux. Je te laisse nous dire. Si tu veux nous partager quelque chose, n'hésite pas. On va revenir sur la situation économique, macroéconomique et sur un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Et je vais t'afficher en fait le 440 sous les yeux. Et pour tous ceux qui nous écoutent, tous les graphiques seront donc du coup dans la vidéo, et sinon on les mettra en lien dans les notes de l'épisode sans aucun problème. Là, je te montre un graphique de très long terme sur le 440 qui démarre. Là, on a 2008, là, on a 2011. On va se mettre sur 10 ans. Voilà. Donc sur 10 ans, voilà, le 440, le S&P 500, le Nasdaq, les indices boursiers européens, américains sont dans une dynamique haussière de très long terme. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on a eu un crack et que à ce moment-là, on a eu la plus grosse injection d'argent de toute l'histoire des économies, des pays développés, de la bourse, de tout. On n'a jamais été dans des proportions d'interventionnisme aussi énormes. C'est-à-dire, je m'explique. Le marché action, quand on est tout là-haut en 2020, quand on est à 6000 points sur le CAC, de mémoire, la bourse mondiale était entre 100 et 110 000 milliards de dollars. Le PIB mondial, à ce moment-là, est à peu près à 100 000 milliards de dollars. Donc on est à un ratio de 1 pour 1 entre le PIB et la bourse mondiale. La bourse se casse la figure, on passe de 100 000 milliards à 60-65 000 milliards. Donc on perd 35 à 40%, il y a 40 000 milliards de capitalisation boursière qui s'évaporent comme ça en l'espace d'un mois et demi. Alors, juste pour qu'on comprenne, pour les gens qui ne sont pas du tout familiers avec le sujet, est-ce que c'est des gens qui retirent leurs fonds de leur compte? Est-ce que c'est la valeur de ce qu'ils ont qui baisse? Qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, c'est la valeur des actifs qui sont détenus par les gens sur leur compte. Okay. C'est la valeur totale. Ils en détiennent le même nombre, mais ça vaut moins cher. Tu prends toutes les actions de la planète et ça fait la capitalisation boursière mondiale et c'est ce total qui a fondu de 30-35%. Suite à cela,
Il fallait sauver les marchés financiers et il fallait sauver les économies. Sauver les économies, c'est normal. C'était le Covid, on était enfermés, donc on a eu des chèques envoyés à la population aux États-Unis. En France, on paye le chômage à tout le monde et on fait en sorte que la planète économique ne s'effondre pas malgré ces fermetures qu'on a eues pendant l'année 2020. Et on injecte à ce moment-là des milliers de milliards. Sauver les marchés financiers parce que, faut le rappeler quand même, les 90% des actions du S&P 500 sont détenues par les milliardaires américains. Donc les milliardaires américains, on n'a pas envie qu'ils perdent tout leur argent. Et puis en plus, toutes les retraites des Américains sont en bourse. Donc il ne faut pas que la bourse américaine s'effondre. Donc la Fed, la Réserve fédérale américaine, a injecté des milliers de milliards. Elle a injecté plus de 4000 milliards dans le système. Et quand on prend toutes les banques centrales combinées plus les plans des États, on est entre 10 et 15 000 milliards de dollars. Donc t'imagines une bourse mondiale 100 000 milliards, un PIB mondial 100 000 milliards, et d'un coup, bam, on injecte plus de 10 000 milliards. Pour que ceux qui comprennent pas ce que veulent dire ces chiffres, dites-vous qu'en 2008, pendant la crise des subprimes, c'était la fin du monde aux informations à la télé. On a mis 2000 milliards sur la table pour sauver le système. Là, on en a mis 8 fois plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, les indices sont repartis à pleine vitesse. Dans un premier temps, ils ont gagné 15%. Ensuite, il y a le vaccin qui est sorti, plus les chèques qui ont été envoyés aux Américains. Tout le monde est arrivé en bourse, en Europe, aux États-Unis. Donc on a eu le cash des banques centrales, les chèques envoyés aux populations qui sont rentrées dans les marchés actions et dans les marchés crypto, plus tous les nouveaux entrants en bourse, plus toutes les sociétés de gestion qui ont suivi le mouvement. Et à ce moment-là, en fait, on est repassé au bout d'un an au-dessus des plus hauts du Covid. En fait, les marchés boursiers à ce moment-là se sont dit, il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Attends. La crise de 2008, on l'a passée parce qu'on a mis du cash. Là, regarde, on a arrêté de faire tourner la planète. Les gens, ils sont chez eux. Tout est fermé. Et la bourse, ça monte quand même. On a trouvé la formule magique. Du coup, tout le monde s'est dit, maintenant, les marchés sont indestructibles. Et ça nous a mené comme ça à une spéculation qui a duré jusqu'à la fin de l'année 2021. Ça a mené à la création de bulles. Ça a mené à la création d'excès boursiers. Parce que tout le monde s'est dit ça ne peut plus que monter. À quel moment les gens pas qui nous gouvernent, mais qui gouvernent notre argent, donc indirectement qui nous gouvernent, n'ont pas anticipé ce qui s'est passé par la suite, on va y venir, alors que tous les commentateurs en ont parlé. Il y a eu énormément de gens qui disaient là ce qui se passe, ça n'est pas sain, ça n'est pas naturel, c'est pas quelque chose de normal. Donc à quel moment les gens, est-ce que les commentateurs sont plus intelligents et plus informés que les gens qui prennent les décisions? Je sais pas, mais ça se voyait gros comme... Les banquiers centraux sont des apprentis sorciers. Dis-toi que c'est une équipe de personnes qui dirigent la planète finance à échelle mondiale et que ces personnes elles-mêmes, ces dernières années, nous ont expliqué qu'elles ne savaient pas dans quoi on était en train de s'embarquer. En fait, après la crise de 2008, on s'est mis à injecter de l'argent dans les systèmes et on a vu que l'inflation n'augmentait pas. On a vu que ça faisait monter les marchés immobiliers, donc que ça faisait monter les faits richesses, donc que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et on s'est dit, on a trouvé la formule magique. En fait, on va créer de la dette, faire monter les marchés financiers, faire monter l'immobilier. Ça soutient les économies. Ça fait qu'on a pas mal de sociétés zombies qui gagnent pas d'argent, qui ne font pas faillite, et qu'on a pas mal de trucs comme ça. Mais on va dire qu'on s'en sort bien et puis que ça permet encore une fois aux plus riches de la planète de voir leur equity, actions, immobilier, comme ça continuer de monter. En début de crise sanitaire, tout le monde nous dit que ça va être une crise qui va être darwiniste. Ça va faire crever les plus petits et puis les plus solides vont rester. Et ça c'est même pas... Ça a annulé ça en fait. En fait, c'est ce qu'il aurait fallu faire en 2008. Il aurait fallu laisser certaines banques, certaines entreprises, certaines activités échouer, faire faillite et se réinventer. Tu vois, je te donne un exemple tout bête. En 2008, on a sauvé Renault. Et pour moi, Renault, fallait peut-être pas les sauver, mais fallait peut-être créer la voiture de demain.
Tu vas me dire, bah oui, mais Nicolas, c'est des centaines de milliers d'emplois. Oui, je sais, je sais. Je dis pas qu'il faut mettre des gens au chômage, etc., etc. Mais en 2008, on a sauvé Air France, on a sauvé Renault, on a sauvé des boîtes qui ne sont pas compétitives, qui ne gagnent pas d'argent sur le long terme, qui sont pas forcément bien gérées et qui 10 ou 15 ans plus tard demanderont de nouveau d'être aidés. On avait la possibilité post-2008 de casser des œufs, certes, mais de se réinventer, de remodeler le système. Et post-2008, on a dit non, on va sauver le système en place et on va le faire perdurer. Et dis-toi qu'on l'a fait perdurer 12 ans de plus. Donc en 2020, on avait la même problématique. Est-ce qu'on laissait les sociétés zombies faire faillite, des pans de l'économie se cracher, les gens avoir moins d'argent, etc., la bourse chuter et l'effet richesse aussi, ou est-ce qu'on va sauver la donne, sauver ce système dont on sait qu'il est voué à l'échec à terme, mais qu'on ne pourra pas changer, modifier sans casser des œufs. Et ils ont décidé de tout sauver, de sauver les sociétés, même les sociétés de merde qui perdaient de l'argent, de sauver tous les boulots, de sauver les indices boursiers et l'effet richesse de tout le monde. Et on te dira, bah oui, mais de toute façon, il n'y avait que ça comme solution. Ok. Je te disais qu'avant que c'était des apprentis sorciers parce que les banquiers centraux eux-mêmes nous ont dit avant la crise de 2020 qu'ils ne savaient pas à long terme ce qu'allaient engendrer les injections de liquidités qu'ils ont fait ces 10-12 dernières années. Ensuite, il y a eu une nouveauté avec le Covid, c'est qu'ils ont injecté de l'argent dans le système, dans les marchés financiers, comme ils l'avaient déjà fait pendant les 10 ans avant, mais ils l'ont fait dans des proportions gargantuesques. Et en plus, nouveauté, ils ont injecté en envoyant des chèques aux gens. Et en fait, c'est pour ça que l'inflation s'est envolée. C'est parce qu'on a eu énormément d'argent dans les marchés, de l'effet richesse, énormément d'argent chez les particuliers qui ont en fait accumulé du cash pendant le Covid et les fermetures. Donc en 2021, on a eu une reprise où tout le monde voulait consommer, tout le monde avait de l'argent, la planète finance était en train de repartir à pleine vitesse, alors que la Chine était encore parfois fermée à cause du Covid. Ça a créé des ruptures d'approvisionnement aux quatre coins de la planète. Tu voulais du bois pour ta terrasse, des vis pour ta voiture, des semi-conducteurs pour un appareil ménager, il n'y en avait plus. Donc les prix se sont envolés. Tout le monde s'est dit que la croissance de 2020-2021, elle allait durer. Donc il fallait acheter le plus vite possible tout ce dont on avait besoin. Ça a tendu les prix, ça a tendu l'inflation et on s'est retrouvé avec une inflation à 7, 8 ce matin, 10% en Angleterre. Et là, des banquiers centraux qui disent merde, qu'est-ce qu'on a fait? Jérôme Powell l'a dit lui-même, il y a un mois de ça. L'inflation, en fait, on est censé la gérer, mais en fait, on ne sait pas trop comment ça marche. Donc le plus grand big boss de la planète te dit, en fait les gars, on a peut-être été un peu fort. Surtout qu'un des rares leviers qu'il y a pour traiter l'inflation, ça reste les taux. Ça reste les taux d'intérêt. Et donc, ce qui s'est passé au début de cette année, donc là on va rezoomer sur la situation de cette année. Donc là, je t'ai raconté un peu, voilà, le très long terme, le long terme, ce qu'on a fait pendant le Covid. Et on est arrivé au début de l'année 2022 avec des marchés qui étaient complètement tout en haut, avec une inflation qui commençait à être importante. Les banquiers centraux nous disaient qu'elle allait se résorber alors qu'elle était en train d'accélérer. Ils nous ont dit par la suite qu'ils s'étaient plantés. Et comme de par hasard, alors qu'on était sur un point de rupture en début d'année, là, boum, guerre en Ukraine. Donc là, ça vient exacerber les risques baissiers, ça fait sortir ceux qui trouvaient qu'on était trop haut, ça fait paniquer les gens à cause de la guerre, ça crée de nouveau des ruptures de chaîne d'approvisionnement, les métaux s'envolent, le pétrole s'envole, les matières premières s'envolent puisque l'Ukraine nourrit la planète avec son blé. Et on se retrouve avec une inflation qui est plus à 4 ou à 6, mais à 8, voire à 10 dans certains pays. Et donc des banques centrales qui disent « Ouh là là, les gars, l'argent gratuit, ça va se terminer. Il faut qu'on augmente les taux d'intérêt et qu'on réduise nos bilans. » Ça, c'est le bilan des banques centrales. En rouge, tu as la Fed, donc la Réserve fédérale américaine. En bleu, tu as la BCE. Après, tu as la BOJ, la Chine et le Japon. On a donc injecté un peu d'argent en 2008, on en a continuellement injecté pratiquement jusque 2020, et avec le Covid, on en a injecté à fond. Le programme des banques centrales pour les mois à venir, c'est ça.
c'est qu'après avoir fait exploser les liquidités, elles vont commencer à se tarir. Et à partir de septembre, dans 15 jours, la Fed, la plus grosse banque centrale, va accélérer son rythme de sortie de capitaux des marchés financiers. Donc on a eu des banques centrales qui nous ont injecté de l'argent, qui ont fait monter tout à fond, et qui maintenant vont se retirer. Et moi, le schéma que je prends, le dessin que je prends, c'est imagine un avion en papier, tu as mis un gros ventilateur derrière pendant 10 ans, les liquidités, et à un moment donné, tu retires le ventilateur et tu dis ouais, l'avion il va voler tout seul. Tu vois bien que ça va être problématique, ça pourrait coincer. Ils doivent forcément en parler. Et tu penses, on imagine qu'on est dans un bureau hyper important. Et quelle est la réponse? Comment le mec qui prend la décision, il dit non, mais tant pis, on le fait quand même. Qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? Il y a forcément, s'ils prennent une décision, il y a un intérêt en face. Ils le font pas par hasard, j'imagine. Le but des banques centrales, c'était de nous dire en début d'année, et le ton s'est durci avril, mai, juin, c'est pour ça que les indices ont baissé, qu'elles allaient monter les taux d'intérêt, fort et vite. Alors il y a beaucoup de paroles chez les banques centrales, mais il n'y a pas beaucoup d'actes. La BCE a remonté son taux une petite fois, la Fed l'a quand même fait de quelques crans, mais bon, ça reste modéré. Et en fait, les banques centrales nous ont dit l'inflation est en train d'être hors de contrôle, on va devoir monter les taux d'intérêt vite et fort, etc. Et c'est pour ça que quand on était à l'été, si tu veux, il y avait un cadre global qui était pas génial parce que on savait que les banques centrales devaient monter les taux d'intérêt, on savait qu'on allait potentiellement vers un ralentissement économique, on savait que l'impact des tensions géopolitiques pourrait être mauvais sur les indices et sur les sociétés dans les mois à venir, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis un mois et demi? C'est qu'on a commencé à mettre nos lunettes roses. On a commencé à se dire que l'inflation, elle avait atteint un pic, et c'est vrai qu'elle a fait un pic. Les chiffres du mois dernier sur l'inflation américaine montrent qu'elle était à 8,6 au lieu de 9,1%. Donc là, les gens se sont dit ah, l'inflation a atteint son pic, donc elle va arrêter de monter, donc elle va baisser, donc les banques centrales ne seront plus obligées de monter autant les taux d'intérêt. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, la Chine, ça s'était un peu calmé sur la politique zéro Covid, ça commençait à se réouvrir. Ah ok, il y avait de l'espoir. Les sociétés, au mois de juillet, elles ont publié, et les résultats du deuxième trimestre étaient bons. Donc là, de nouveau de l'espoir, alors qu'on s'était dit qu'ils seraient relativement mauvais. Et pour moi, en fait, ils seront mauvais, mais en deuxième partie d'année, et pas au deuxième trimestre. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la Chine, on a eu de l'espoir sur l'immobilier, mais en fait, c'était juste reculer pour mieux sauter. Ils sont toujours dans une crise immobilière énorme. Sur l'inflation, on s'est satisfait du fait que l'inflation faisait un top, certes, mais elle va rester très élevée. Les anticipations d'inflation, quoi qu'il se passe dans les mois qui viennent, l'inflation, elle va rester supérieure à 6% jusqu'à la fin de cette année. On a voulu se dire que ça allait aller bien pour les boîtes, que l'inflation serait gérée. On a eu 2 trimestres de recul du PIB aux États-Unis et la Maison Blanche a envoyé une note à l'ensemble de la planète finance en disant vous savez, nous on pense que la définition d'une récession c'est pas forcément 2 trimestres en recul. Hein. En gros les mecs ils ont voulu revoir la définition même de la récession, pas de l'inflation, de la récession pour dire aux gens ah non, hein, on n'est pas en récession, hein, notre économie est solide. En fait, tout leur exercice, c'est de réussir à monter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation sans faire s'écrouler l'économie. Parce qu'en fait, quand tu augmentes les taux d'intérêt, l'argent devient plus cher, l'économie se crispe un petit peu, et le but, c'est que ça se crispe assez pour pouvoir faire baisser l'inflation, qu'il y ait moins de tension sur les prix, moins de demandes, moins de hausse des salaires, moins de dynamisme économique pour pouvoir faire ralentir un peu la machine, en fait. Et là, ils sont en train de se dire que ça fonctionne. Moi, ma lecture de ce qui vient de se passer depuis un mois et demi, c'est qu'on a mis les lunettes roses et que rapidement, les soucis d'hier qu'on avait oubliés aujourd'hui reviendront demain. C'est-à-dire que, oui, les résultats du deuxième trimestre étaient bons, mais je pense que l'inflation, les tensions géopolitiques, les prix de certaines matières premières,
la moindre consommation des particuliers à cause de l'inflation, parce que quand tu as moins d'argent, tu consommes moins, tout ça va commencer à se faire ressentir sur les résultats des boîtes dans les trimestres à venir. Donc on va avoir une récession en Europe, et je pense qu'on va avoir un deuxième épisode récessif aux États-Unis, et je pense qu'on va avoir une baisse des résultats des entreprises dans les trimestres à venir. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut juste dire qu'on va purger. Parce que si on purge pas, on va rester sur un système chancelant, ultra spéculatif et fragile. Alors que si Ouais, on le, superfusion. voilà, alors que si on le purge un bon coup, bah, on pourra acheter des actifs tangibles en étant un peu plus confiant, en n'ayant pas l'impression qu'on est en train de jouer aux chaises musicales et qu'à tout moment, si la musique s'arrête, tu peux pas t'asseoir, quoi. Donc j'ai appelé ce qui se passe depuis un mois et demi l'œil du cyclone. Pour moi, on a eu une première zone de turbulence, on est dans l'œil du cyclone, et ensuite on va avoir une autre vague de turbulence. Parce que la Chine ralentit très fortement, qu'elle sera bien sous les 5%, les 5,5% de croissance du PIB qu'elle souhaitait avoir cette année, parce que l'immobilier chinois est en train de s'effondrer, moins 28% des ventes immobilières au mois de juillet par rapport à l'année dernière, parce que la Chine est toujours en politique zéro Covid, parce que l'Europe va vers une récession, parce que les prix du gaz naturel et de l'électricité en Europe sont en train de péter des records historiques toutes les semaines en ce moment. Ça va impacter les gouvernements, ça va impacter les entreprises. En plus de ça, on a des sécheresses et donc on a le niveau du Rhin, par exemple, qui est en train de baisser drastiquement. Or, le Rhin est un axe de transport très important pour les Allemands, ce qui plaide encore plus pour une récession en Allemagne. Donc tu vois, il y a la Russie qui les impacte, il y a la trame macroéconomique et en plus il y a le climat qui vient commencer à nous taquiner et qui nous taquinera de plus en plus dans les années à venir. Euh, Aux États-Unis, les résultats des entreprises vont également se calmer un petit peu. Je te montre un graphique en ce sens. Les bénéfices des entreprises en fait sont tout en haut. Ici, c'est les EPS et en bleu un peu plus foncé ou noir, on va dire, ce sont les marges des entreprises. Et en fait, les marges, elles sont fait un point haut l'année dernière et elles sont en train de reculer et elles pourraient continuer de reculer à mon sens, puis les bénéfices des entreprises suivre à leur tour et reculer. Reculer, c'est pas la fin du monde. C'est juste que parfois, il faut savoir osciller pour continuer de grimper. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Il sûr. faut savoir purger le système, purger l'économie, purger les excès sur les marchés, savoir respirer, tout simplement. C'est pas forcément négatif. Parce que même si le discours que j'ai là peut paraître alors pour moi, c'est être objectivement pessimiste sur les trimestres à venir. Il y a derrière une volonté d'être très optimiste sur le très long terme. Ben, parce que tu vois en fait le fait qu'un truc qui était complètement surnaturel se flanche et donc du coup peut laisser de la place à un truc plus sain. Ouais. Sur le long terme en fait c'est plutôt positif, sur le court terme c'est un peu anxiogène, mais c'est comme ça quoi. Alors tant que j'y suis, je te montre deux trois graphiques qui plaident dans tout ce que je viens de dire. Ça, ce sont les destructions d'emplois, les suppressions d'emplois dans la tech notamment, et puis aussi chez Ford dans l'industrie et aux États-Unis qui ne font qu'augmenter ces derniers mois. Il faut beaucoup surveiller le taux de chômage qui est à 3,5% aux États-Unis, qui est sur un plus bas, qui pourrait se retourner. En fait, il faut se dire qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt ont grimpé, donc l'immobilier est à un niveau historiquement le plus cher qu'il ne l'a jamais été. Il est en train de chuter dans pas mal de villes. Il y a 2 mois, on a eu une baisse de 7% à San Francisco en l'espace de 4 semaines. Donc l'effet richesse immobilier baisse, l'effet richesse marché baisse. Il y a de l'inflation qui vient rogner leur bas de laine. Et le PIB américain, c'est 75% de consommation interne. Et tu vas me dire, bah oui, mais quand on regarde les chiffres de la consommation des Américains sur les 3 derniers mois, ils ne flanchent pas. Bah oui, mais en fait, ils flanchent pas parce que le taux de carte de crédit a explosé. En fait, ils ont maintenu leur pouvoir d'achat sur les 3-4 derniers mois artificiellement en contractant des prêts via des cartes de crédit. Système qui est intenable sur le moyen long terme. Donc il y a un moment donné où ça va se gripper, un moment donné où l'immobilier flanche, où les particuliers ont moins d'argent. Si là-dessus tu rajoutes un retournement du marché de l'emploi et ne serait-ce qu'un taux de chômage qui passe de 3,5 à 5% aux États-Unis, tu peux avoir une période un peu douloureuse. Alors, je vais montrer une analogie un peu choquante, mais c'est pas le but, hein, c'est pas de faire extrêmement peur, mais c'est quand même de rappeler
ce qui est arrivé par le passé. Ici, tu superposes en fait le S&P 500 sur les 2 dernières années et le S&P 500 en 2007-2008. Et tu peux voir qu'en jaune, en 2008, en fait, on commence à baisser très fortement, puis on a un rebond de plus de 20% avant la suite. En blanc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. La chute pendant 6 mois, le rebond technique qui dure plusieurs semaines, ce que j'appelle l'œil du cyclone, et ensuite il y a ce qu'on appellerait la deuxième mi-temps. Et là, on a des lecteurs qui vont te répondre « Ah bah ouais, mais on n'est pas en 2008, on n'est pas en crise systémique. » Ok, pas de souci. Dans ces cas-là, je vais te prendre 2008, 1937 et 2001. En gros, les marchés baissiers d'importance. Lorsque les banques centrales ont commencé à jouer parfois avec des outils qu'elles ne connaissaient pas. Et tu peux voir donc à chaque fois ces mêmes structures de prix, hausse long terme, première vague de baisse, rebond pendant 1, 2, 3 mois, puis seconde mi-temps. Donc voilà ce à quoi je m'attends. Alors pour t'expliquer un peu ça, moi depuis le début de l'année 2022, je m'étais dit on peut pas monter en 2022. En 2020-21 on est monté parce que artificiellement on a injecté de l'argent, on a fait des chiffres macroéconomiques énormes, donc en 2022 on va digérer tout ça. Donc je pensais pas qu'on allait vers une crise majeure, mais je m'étais dit 2022 c'est une consolidation horizontale. Ça veut dire que quand on va perdre 15-20%, il faudra acheter, et quand on va regagner 15-20%, il faudra vendre, et peut-être faire ça tout le long de l'année, et peut-être que ça durera pendant plusieurs années d'ailleurs. Une sorte de range? C'est un range. C'est mon scénario central pour 2022 et peut-être même 2023. Pendant l'invasion en Ukraine, en fait, il y a un phénomène, c'est buy the invasion, c'est-à-dire qu'historiquement, tu achètes au son du canon et tu vends au son du clairon. Donc quand c'était l'invasion, la fin du monde, fallait acheter, puis il y a eu un beau rebond ensuite. Une fois que tu as rebondi, il faut sortir. En juin-juillet, quand tout le monde est négatif, quand tout le monde broie du noir, quand tout le monde parle de fin du monde, et que tous les indicateurs de sentiment des particuliers atteignent le sous-sol, ouais. là j'ai commencé à dire bon, peut peut-être se passer quelque chose. Je pensais à un rebond, mais je pensais pas à un truc aussi puissant. Et là tu vois les annotations en fait qui pour moi reflètent la psychologie des investisseurs. À 5800 tout le monde est pessimiste et c'est la fin du monde. À 6100 les gens croyaient pas au rebond. À 6400 depuis 2 semaines tout le monde dit la crise est terminée, le bear market est derrière nous, on repart comme en 40. C'est bon, l'inflation est à son top, la récession n'aura pas lieu, faut acheter des actions. Et tu approches de l'euphorie, ma case préférée. La case où on dit à ceux qui veulent vendre leurs actions ou shorter le marché, c'est-à-dire jouer la baisse, vous êtes des abrutis. Et moi j'adore endosser à ce moment-là le costume du contre-consensus. En fait, moi je suis au contact de milliers de particuliers tous les jours. Donc je suis la psychologie des particuliers. Et je fais l'inverse de la masse. Quand pendant la guerre tout le monde sort, je rentre. Quand tout le monde redevient conscient 1000 points plus haut, je sors. Quand tout le monde sort en juin, je rentre. Quand tout le monde est en train de dire, là il y a une semaine, je disais, vous allez voir, on va voir des articles sortir comme quoi le marché baissier est terminé. Jackpot, vendredi dernier, un des plus gros journaux français. Les actions européennes sont pas chères. Ce week-end, Barron's aux États-Unis, le bear market est terminé. Et là, soit ils ont raison, soit toute ma description de la toile macroéconomique que je te donne depuis tout à l'heure est fausse. Et on repart comme en 40 et on est à 7000 points à la fin de l'année et tout va bien dans le meilleur des mondes. Soit comme je le pense, on est peut-être qu'on a fait le point haut hier, d'ailleurs. Tu vois les zones à droite là, t'achètes en bas, tu remontes les stops ensuite. Tu prends des gains quand on arrive sous résistance et si on fait un signal de vente à proximité ou dans la zone rouge ici en euphorie, tu vends. C'est-à-dire que tu vends pas toutes tes actions, attention. Mais moi je suis investi à long terme sur des actions que je ne touche jamais. Donc je n'y toucherai pas. Mais je suis un investisseur un peu plus agile à moyen terme où j'achète en bas, je vends en haut, j'achète en bas, je vends en haut. Donc toutes les actions que j'avais achetées depuis 2-3 semaines, je les ai revendues. Et depuis hier, j'ai pris des positions baissières sur le CAC en me disant si on va pas plus haut, si c'était effectivement l'œil du cyclone, si la rentrée est difficile, sachant que septembre, historiquement, statistiquement, c'est le pire mois de bourse qui existe, eh ben je vais protéger mes achats de long terme avec des positions vendeuses sur l'indice 440. Donc en fait, pour qu'on comprenne, tous les mois, tu achètes du CAC. Tous les mois, tu achètes en DCA, donc tu achètes long terme sur le fait que ça monte.
Mais dans ce cas-là précis, tu mets une partie de ton portefeuille dans l'autre sens Ouais. pour assurer en fait pour neutraliser en fait ce qui pourrait se passer. À titre perso, je préconise le DCA sur le MSCI World et le S&P 500. Et à titre perso, je vais te donner 2 raisons qui font que je ne le fais pas. La première, c'est que je préfère, de par mon expérience, connaître certains dossiers et avoir plutôt envie de DCA sur des actions, même si c'est pas ce qui est préconisable aux particuliers qu'il vaut mieux faire de l'indice. Moi, je considère qu'après 20 ans de bourse, j'ai envie d'acheter certaines actions à long terme, donc je fais du long terme. Après, la deuxième chose qui fait que j'ai mis pas mal de DCA, d'achats réguliers que je pouvais faire par le passé sur actions ou sur crypto, c'est que j'ai un changement de vie qui est en cours. C'est-à-dire que j'arrête de travailler pour Zone Bourse à la fin du mois. En septembre-octobre, je fais une pause totale des réseaux sociaux et de la bourse. Ma femme, en fait, est chirurgien. Elle a un poste à La Réunion à partir de début d'année prochaine. Donc, j'ai vendu des parts de société que j'avais en France. J'ai vendu des actions et des parties de DCA que je faisais à long terme. J'ai créé une poche de cash pour pouvoir me tranquilliser, structurer l'argent que j'avais de côté, me créer des poches de cash et voilà. Donc tu es on dans va un dire cas que particulier voilà. dans ta situation. On est dans mon cas, dans ma situation, un cas un peu particulier qui fait que voilà, ça ne peut pas être pris en exemple. Mais sinon, ce que tu expliquais, oui, c'est ça. C'est quoi que fassent les cryptos, j'achète du Bitcoin tous les mois. Quoi que fassent les indices, j'achète tous les mois. Mais quand je sens que j'arrive sur une zone dure, avec la partie peut-être spéculative dont on parlait tout à l'heure de mon portefeuille, je vais prendre des positions baissières pour me protéger. C'est un peu comme une assurance incendie. Quand tu as une assurance incendie pour ton appart, si ton appart ne crame pas, tu la payes. Donc tu perds de l'argent tous les ans dessus. Mais le jour où ton appart crame, tu es bien content de l'avoir. Prendre des positions baissières à l'inverse de ton DCA, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive sur un point névralgique, je prends une position baissière. Option 1, le marché baisse. Mon assurance fonctionne, l'incendie est en cours, le marché baisse, ce que j'ai en DCA baisse, et ma vente, ma prise de position baissière sur l'indice va me protéger d'au moins une partie de mes pertes. Option 2, le marché continue de grimper, voire s'envole. Mon DCA continue de gagner de l'argent et je paye mon assurance, ma perte, tout simplement. Mais au moins, je dors tranquille le soir. Et ça me permet de rester investi. Parce que souvent, les gens se disent « Ah, on est remonté de 15%, je sors toutes mes actions. » Puis si le marché continue de monter, après, ils courent après le papier. Il y en a qui seront, encore une fois, il n'y a pas de technique parfaite. Il y en a qui seront adeptes du j'allège mon portefeuille, je me crée une poche de cash, c'est tout ce que je fais. Il y en a d'autres qui disent j'adore mes actions, je ne les touche pas, je les tiens, mais je vends du 440 en face. Quand on a préparé cet épisode, tu me parlais que ce qui se passe maintenant, cette situation, sur plein de points, elle est historique, dans les montants de capitaux perdus, etc., etc. Et du coup, tu me disais surtout, elle est historique pour une chose, c'est que quand les actions vont mal, logiquement, le marché obligataire peut être une solution de repli. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Effectivement, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il y a eu de la destruction de capitaux en fait sur le marché action et sur le marché obligataire. Parce que sur le marché obligataire, ils ont été secoués. Ils sont passés d'un monde où les taux étaient inférieurs à zéro à un monde où les taux doivent monter vite et fort partout sur la planète. L'argent gratuit, c'est terminé. Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et en plus, associé à une effervescence macroéconomique absolument énorme. Donc, il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Sur cette année 2022, ceux qui faisaient de l'obligataire ont perdu, ceux qui faisaient des actions ont perdu, ceux qui faisaient des cryptos ont perdu. Ceux qui ont du cash perdent aussi, à cause de l'inflation. Et ceux qui ont fait de l'or, on va dire, s'en sont sortis plus ou moins flat. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de classe d'actifs parfaite. Ça prouve bien qu'il faut éviter d'être sur une seule classe d'actifs, comme d'être 100% crypto et de s'être pris moins 90% dans la tronche. Et ça prouve selon moi que dans le monde de demain, qui sera peut-être un monde différent de celui d'hier, un monde plus complexe où les argentiers, les banquiers centraux ont un peu joué à la magie avec leurs potions,
où il faut être ouvert à tout, à tous les risques, à tous les changements. Et le meilleur moyen pour moi d'être ouvert à cela, c'est d'être diversifié. C'est d'avoir une poche crypto, une poche métaux physique, métaux papier, une poche action, une poche trading court terme. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que après, c'est carrément une philosophie de vie de l'investissement et de la diversification. C'est-à-dire que après, tu peux te dire que tu vas aussi acheter, allez, je te dis une bêtise, mais un terrain agricole. Parce que bah, tu vois qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu des crises, que la nourriture ça peut être chaud. Tu te dis, je vais acheter un terrain avec des arbres fruitiers. Ou tu achètes de la forêt, qui est défiscalisable. Ou tu achètes de l'art, en te disant, bah ça c'est du tangible, j'ai envie de le garder. Ou tu achètes du pinard, du bon vin. Alors le bon vin c'est différent parce que c'est la seule classe d'actifs que je ne mets pas dans mes tableaux de compte parce que je ne vendrai jamais une bouteille, ce n'est pas dans ma religion. Donc je ne peux pas considérer le vin comme une classe d'actifs sur laquelle je place et où je peux faire des gains puisque je n'en vendrai jamais une seule bouteille. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, Ça te fait rentrer dans une philosophie de vie. Et mon but, c'est vraiment de faire en sorte que des jeunes aujourd'hui qui suivent des mecs sur Instagram à trader des cryptos ou bien faire des paris sportifs ou bien jouer à la Française des Jeux se disent, dès que je gagne un tout petit peu de sous, et même si c'est pas beaucoup, je peux acheter des fractions d'actions, des fractions d'ETF dès le premier euro, je peux acheter des bonnes bouteilles, je peux acheter une belle lampe, je peux acheter... Et de se constituer un patrimoine ultra diversifié, quelque chose qui nous ressemble en fait. Et c'est vraiment ce que je suis en train de découvrir ces dernières années, notamment grâce à des personnes comme toi qui font des podcasts et qui viennent nous sortir un petit peu de tout ce qu'on a pu voir et constater. Et je trouve ça super intéressant en fait. C'est comme si j'avais mis le doigt dans un nouveau truc, tu vois. J'adore l'analyse technique, les marchés, etc. Mais là, c'est encore un nouvel univers. Et je trouve qu'aux États-Unis d'ailleurs, ils sont beaucoup plus là-dedans qu'en France. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus dans comment je peux travailler en ligne, comment je peux faire la semaine de 4 heures, comment je peux devenir indépendant financièrement, la méthode FIRE, le Bogle, toutes ces choses-là. En France, on a un manque criant d'éducation financière. Et le problème, c'est que celle qui est faite, et je crache pas dans la soupe parce que je vends également des formations et je travaille dans cette industrie-là depuis un petit moment, elle est trop souvent caricaturale, la façon dont les formations sont proposées. Tout ce qui touche à l'argent est très souvent caricatural si on regarde rien que le business des gourous YouTube, en fait, par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage parce que ça vend du rêve avec de grosses promesses, mais il y a quoi de solide dans des périodes comme ça où il va falloir réellement, ben, cogiter, réfléchir et pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous vend. Donc non, ça je suis 100% d'accord avec toi. Mais l'éducation financière en France, elle est ce que fait Mathieu Stéphanie, c'est incroyable. Oh, c'est génial, c'est génial. Je trouve ça génial. Ouais. Mais c'est ça que les jeunes doivent découvrir, c'est ces podcasts qui peut-être reprennent un petit peu ou à notre manière de français reprennent voilà pas mal de concepts aux États-Unis. C'est d'être à nouveau fier de nos entrepreneurs, de nos entreprises françaises. C'est ne plus décrier les gens qui font de la bourse comme des capitalistes, etc. C'est de se dire qu'il n'y a pas que ceux qui sont blindés qui peuvent faire de la bourse, que tout le monde peut en faire. Et c'est peut-être le meilleur moyen d'affronter le monde de demain, dans lequel on sait qu'on n'aura pas de retraite, toi et moi. On va devoir se débrouiller pour créer du capital, de l'argent qui travaille, pour pouvoir prétendre à continuer de manger quand on sera retraité à 60 ou 70 ans. Enfin, j'espère qu'on l'apprendra avant. Mais... Justement, par rapport à ça, et pour reboucler sur le scénario qui était peu... on avait du mal à se réjouir de ce que tu nous disais tout à l'heure, de ton analyse. Si là, on a une personne qui nous écoute et qui, justement, comprend que ce scénario court terme, en fait, c'est au contraire une bonne occasion pour s'intéresser à l'actualité, s'intéresser à ce qui se passe et investir d'une manière ou d'une autre, quelle serait cette manière? Quel conseil tu pourrais apporter à quelqu'un qui doit démarrer
pour s'informer, pour se former, puis pour passer à l'action, pour commencer à se constituer cette retraite? Bah, déjà, il faut éviter tous les vendeurs de rêves, tous les vendeurs de solutions, de robots de trading, de faites 10% dans la semaine, de toutes ces choses qui ne sont pas agréées. Faut regarder des podcasts de qualité comme le tien, comme la Martingale avec Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, etc. Peut-être mes émissions hebdomadaires aussi, pourquoi pas. Euh, En fait, Twitter, c'est un outil magnifique parce que tu peux tout trouver dessus, mais il y a aussi pas mal de bêtises et de gens qui manipulent des actions. Donc, il faut réussir à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est là où aussi, il faut prendre le temps. Laisser du temps au temps. Il y a des choses qu'on n'apprendra qu'avec le temps, qu'avec 1 ou 2 ans. On vient de le dire, on va investir pendant 50, 60, 70 ans pendant notre vie. Donc, on n'est pas obligé d'arriver but en blanc et de se dire ah faut que j'investisse, j'ai ouvert mon courtier, ouais, qu'est-ce que j'achète. Faut lire des bouquins, faut lire des grands investisseurs américains comme Peter Lynch, faut lire Benjamin Graham, l'investisseur intelligent, comprendre l'analyse fondamentale et l'analyse technique, faut lire et écouter des sites internet ou la chaîne YouTube de Zone Bourse parce que sur Zone Bourse t'as les actionnaires d'une boîte, les perspectives fondamentales, le calendrier de la société, les notes des analystes, les graphiques, t'as tout. Alors après voilà, faut prendre son temps parce que c'est 1 heure par jour ou 1 heure par semaine, chacun a son rythme. Et quand on creuse comme ça, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, au début on fait de tout, puis ensuite, en fait, on régresse. On régresse dans le sens, on choisit sa direction. Ouais, on vire le champ des possibles et on se dit, bon, en fait, c'est là où on comprend que le marché action, avec le marché immobilier depuis 100 ans, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Il y a des phases de hausse et il y a des phases de baisse. Les phases de hausse, on voit les marchés monter et nos actifs monter. Et puis les phases de baisse sont des phases de nettoyage, de correction qui sont légitimes, tel un coureur qui court et qui doit respirer, faire une pause. Eh bien, les marchés eux aussi ont besoin de faire une pause. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que sur 30 ans, 50 ans, 70 ans, 120 ans, les marchés financiers, c'est le meilleur moyen de faire grossir son capital à long terme. C'est de comprendre que depuis 100 ans, on a toujours eu des cycles d'innovation qui sont venus faire monter les actifs. Tu vois, là, 60 ans, 50 ans, 50 ans. Là, tu as le rail qui a fait exploser le business mondial. Ensuite, tu as l'électricité, les produits pétrochimiques, l'aviation. Maintenant, c'est les softwares, le digital, les nouveaux médias. Et on enchaîne comme ça les vagues d'innovation. Et j'ai bon espoir qu'il y ait toujours de l'innovation et des sociétés qui montent dans les 20 ans qui viennent. C'est de se dire que le market timing, c'est dur. C'est pour ça qu'on dit que time in the market est supérieur à timing the market. Ça veut dire que le temps passé dans le marché fera plus travailler ton argent que toi qui essayes de sortir en haut, de rentrer en bas, etc. Madame Irma n'existe pas dans la finance. On peut voir que sur 100 ans, tu as eu la crise de 29, tu as eu des guerres, tu as eu des embargos pétroliers, tu as eu la crise des subprimes, tu as eu tout. Et la bourse, elle a fait quoi? Ça. Voilà. Si tu penses que la bourse ne fera pas ça dans les 20 ans qui viennent et ne suivra pas les vagues d'innovation que je viens de te montrer, tu peux commencer à creuser ton bunker et acheter des boîtes de conserve et à faire partie de ceux qui pensent qu'on va avoir un effondrement rapide de la société. Si tu penses qu'on a encore du temps devant nous, que certains pans de l'économie vont continuer de croître dans les années à venir, que le système capitaliste, même s'il a des défauts, sera tout de même poussé à son paroxysme par les banquiers centraux et les États, tu continues d'investir en bourse parce que c'est là où tu as de la rentabilité et voilà. Le DCA ne fonctionnera pas parfois pendant certaines périodes. Je veux dire par là qu'il ne te fera pas faire des gains rapides. Mais pourquoi le DCA c'est important de ne pas l'arrêter? Parce qu'en fait tu fais grossir le total de ton equity. Imagine quelqu'un qui a investi en 1937 au plus haut. Il arrête son DCA et pendant 10 ans il ne va pas acheter. Et il attend qu'on fasse des nouveaux records historiques pour acheter. Donc il commence son DCA en 1940 à mettre 1 000 € par mois. L'autre investisseur, il commence en 1937 au point haut. Il va acheter dans toute la chute, puis dans toute la hausse. Et ce pendant 10 ans. Au bout de 10 ans,
il aura 100 000 balles en bourse. Donc à partir du début de la hausse, là, il a 100 000 balles investies, et quand le marché prend 30%, il prend 30 000, alors que l'autre, il sera toujours à mettre 1 000 euros tous les mois, et à peut-être à terme, sur 10 ans, avoir gagné ces 30%, mais sur une somme 10 fois moindre. Pourquoi les baisses sont encore meilleures que les hausses pour faire le DCA? Et c'est là où il y a de l'espoir dans mon discours. C'est là où si je te dis que demain, peut-être que le CAC 40 va perdre 20% et retourner sur ses plus bas annuels ou aller à 5400 points. Peut-être que les valeurs du Nasdaq vont se prendre une claque. Peut-être que le Bitcoin va aller faire un nouveau record annuel à la baisse et va aller chercher les 15 000 $. Alors là, tu te dis, oh, c'est le cataclysme, c'est la fin du monde, etc. Non, non, non. En fait, c'est la phase 2 d'une correction boursière qu'on a déjà débutée l'année dernière sur certaines classes d'actifs comme les cryptos, où pour pouvoir repartir de l'avant, il faut un vrai nettoyage qu'on n'a pas encore eu. Tant que tu auras des formateurs bidons qui sortiront des graphiques pour dire to the moon, c'est le point bas, on va à 200 000 $ et qu'on n'aura pas complètement nettoyé ces vendeurs de tapis, on ne pourra pas dire qu'un point bas de long terme aura été marqué sur les cryptos. Donc pour moi, même si dans les mois qui viennent, on va vers une période où ça va tanguer, une période erratique, où on est susceptible d'avoir de nouveaux accidents sur les indices boursiers ou les crypto-monnaies, c'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que pour celui qui commence, c'est parfait, il va pouvoir commencer à acheter dans la baisse, compléter ses achats plus bas, et quand le marché remontera dans le sens de sa dynamique de long terme, il gagnera plus d'argent puisqu'il aura accumulé du capital tout au long de ce temps-là, pendant que l'autre qui n'aura rien fait ne sera pas non plus rentré au point bas, attendra que ça commence à remonter et commencera à acheter quand ça remonte avec un capital qui sera bien moindre. Anecdote perso, il y a 1 an et demi, j'ai commencé mon DCA. J'ai mis un virement mensuel. Oh, merci. À aucun moment, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que j'ai mis une somme j'ai mis 10% de ma paye, clairement. Voilà. J'ai mis 10% de ma paye en DCA, de mes revenus en cash. Donc à aucun moment je m'en suis rendu compte sur mon relevé de compte. À aucun moment j'ai senti cet effort d'épargne, comme on dit. Au moment où on s'est parlé il y a un mois et demi, les marchés avaient perdu 25%. Du coup, moi, je contacte mon conseiller en gestion de patrimoine. Je dis, moi, j'ai perdu combien? J'avais perdu 1%. Donc, je n'ai jamais ressenti le truc et je n'ai même pas ressenti la baisse au moment où elle est arrivée. Et surtout, je m'informe, je lis le travail de Nicolas, je lis le travail d'autres personnes, mais je ne suis pas du tout un expert. Moi, je suis le typique mec lambda qui fait du DCA. Je suis vraiment, comment tu les appelles? Les Jean-Michel DCA. Jean-Michel DCA, ouais. Je suis là-dedans, je fais rien de plus. Et donc, force est de constater que ça a été une stratégie qui, pour l'instant, me couvre de presque de tout en fait. Si, pas presque, clairement. T'as pas besoin d'être sur Twitter, t'as pas besoin de lire l'actu tous les jours, t'as pas besoin d'ouvrir ta plateforme sur la plage en vacances ou aux toilettes au travail pour te cacher des autres. Non mais tu vois, plein d'exemples comme ça. Moi, je passe ma journée devant les écrans. Ça fait 15 ans que je suis devant. C'est d'ailleurs pour ça que je suis content de changer de vie, de partir à La Réunion et peut-être de faire 2 fois moins d'écran et 2 fois plus de plage. Parce que j'ai compris que justement le but n'était plus à 35-40 ans de faire absolument augmenter ma rémunération et l'argent que je vais mettre de côté, mais d'augmenter mon niveau d'appréciabilité de la vie. Plus de temps pour moi, de temps de lecture, de temps pour du sport, d'ouverture pour rencontrer d'autres personnes. Et en fait, ça augmente mon bien-être et ça va potentiellement augmenter la rentabilité de mes investissements puisque je vais les faire sans stress, que ça va m'ouvrir de nouvelles portes et que je vais le faire dans un meilleur état d'esprit. Bon, petite parenthèse juste sur en plus de l'investissement dont je te parlais tout à l'heure qui va dans une logique encore plus grande, tu vois, au-dessus il y a le lifestyle. On pourrait dire lifestyle, mais plus, voilà, qu'est-ce qui est important dans la vie, quoi. À 20-25 ans, c'est de gagner plus. À 40 ans, c'est de pouvoir avoir des enfants, du temps pour sa famille et ses amis, et puis de gagner forcément plus, mais de voir ce dont on a besoin. Et encore une fois, je pense qu'à ce moment-là, il est bon de faire une introspection. Moi, j'ai compris que j'avais pas besoin de Porsche Carrera, pas besoin de Rolex.
que je préférais les bonnes bouteilles, les bonnes bouffes avec les copains, et qu'une plage me suffirait amplement. Et donc, mon but dans l'année qui vient, en fait, c'est de réussir à gagner autant d'argent, mais en travaillant 3 fois moins. T'es adepte de la méthodologie FIRE? Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce avec quoi je ne suis pas à l'aise avec le FIRE, c'est que ça implique souvent de faire énormément d'immobilier, donc d'être en leverage très important. Et je ne suis pas adepte du leverage. J'ai un tout petit peu d'IMO, mais je suis pas à l'aise avec cette classe d'actifs. J'ai déjà la volatilité et tout ça du marché action. J'ai pas assez d'argent aujourd'hui pour me dire que je vais le faire fructifier et en vivre. Mais j'ai suffisamment d'argent pour avoir toutes sortes de classes d'actifs, pour être à l'aise dans mes investissements, pour que ça me crée une certaine rentabilité, et donc que je n'ai pas à bosser beaucoup d'heures à côté pour pouvoir prétendre au même salaire que ce que j'avais avant. Et donc voilà, c'est le côté pas FIRE poussé jusqu'à l'extrême, tu vois, Non, ouais, parce bien que je sûr. veux être tranquille. Mais, euh, mais je trouve que c'est important, ouais, une fois qu'on a découvert la bourse, qu'on se découvre soi-même avec toutes les classes d'actifs qui existent, qu'on aille encore un cran au-dessus. C'est ça qui est génial avec la bourse. Tu te rends compte de tous les sujets dont on est en train de parler là parce que l'on parle d'investissement? Tous Le ces champ des possibles, il sujets-là est incroyable. qui ne Ouais. sont pas enseignés à l'école, qui n'ouvrent pas l'esprit à nos jeunes et où ils se disent faut être footballeur pour gagner des millions, sinon t'as pas réussi ta vie, quoi. Et je suis persuadé que si l'éducation financière était mieux vue à l'école, il y aurait moins ce besoin de faire du trading cinématographique au moment où on démarre l'investissement. Parce qu'en fait, ce serait désacraliser cette vision, cette image de l'investissement, en fait. Mais c'est pas grave parce que toi et moi, on est en train de pallier ce manque qui n'est pas fait à l'école. De par les vidéos qu'on est en train de faire, qui seront visibles sur les réseaux sociaux par des jeunes de 10, 12, 15, 20, 22 ans, on va venir pallier ça. Moi, je fais aussi pas mal de conférences gratuitement dans les facs et les écoles de commerce depuis des années pour aller évangéliser nos jeunes. Donc il faut qu'on continue ce travail d'information, de vulgarisation pour que les gens découvrent que c'est pas juste ah j'achète des actions, je fais du trading. Non, 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 non. Je fais de l'investissement, multiclasse d'actifs, je prépare ma retraite, j'apprends énormément de choses. En faisant de la bourse, je suis les sociétés, la société, le monde entier, la politique, la macroéconomie. J'apprends à me connaître moi-même, mes limites, mes biais psychologiques, mes torts, les erreurs à corriger. Je travaille mon ego, je travaille mon humilité, je me prends des grosses claques dans la gueule. Euh, c'est super intéressant. Moi, j'ai découvert que j'avais un énorme biais de confirmation avec les chiffres quand j'ai commencé à investir. Alors moi, c'était plus dans l'immobilier. Mais quand un crédit me coûtait 680, au lieu de le compter 700, je comptais 650. Quand j'avais 420 euros de loyer, je disais que j'avais 500. Et donc forcément, bah, si on arrondit toujours du mauvais sens, bah, dans le mauvais sens, bah, ça casse un peu la rentabilité, ça casse les prédictions des chiffres. Donc moi j'ai découvert en fait que j'avais un énorme biais de confirmation euh, et que je me mentais à moi-même sur mes investissements. Et donc voilà. Et puis si on m'avait dit ça une semaine avant que je me rende compte, j'aurais dit pour qui tu te prends toi? Moi j'ai pas ça du tout. Moi, je suis pas faillible, j'ai pas ça quoi. Donc non non c'est vrai. Quand tu dis que c'est apprendre à se connaître, c'est vrai, c'est incroyable. Bon du coup il y a ce déménagement, mais quelle est la suite pour toi? C'est la question que je pose toujours un peu en fin de podcast. Qu'est-ce qui est euh, est-ce que tu vas continuer à publier? Est-ce que tu vas continuer à diffuser de l'information, à évangéliser? Comment ça va se passer la suite? Alors, je pense que j'ai envie de me donner une période de temps de réflexion et qu'il faut que je ne sois sans emploi et sans stress et pression de la suite pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Je suis plus salarié déjà depuis 5 ans maintenant. J'ai créé ma société. Depuis 5 ans, je travaille en tant qu'analyste pour Bink, puis pour Zone Bourse, mais sinon j'ai créé ma société. Avec cette société-là, j'ai aussi pris des participations dans des entreprises du secteur bourse, mais aussi des médias et aussi d'un ami ingénieur dans la construction, tu vois, donc D'accord. ça fait un peu de tout. Depuis des années, depuis 10-12 ans, j'ai des exclusivités avec les marques avec qui je travaille, et aujourd'hui, j'aimerais travailler avec plein de marques. J'ai des amis qui ont des sociétés de gestion qui travaillent très bien. J'ai des amis qui font des formations, qui font de très bonnes formations. Donc je pourrais m'associer en fait avec toutes sortes de personnes et travailler plutôt comme tel un hub
Et tu vois, une fois que l'investisseur, comme je te l'ai dit, aurait fait son introspection et me dirait, moi je veux faire du court terme fondamental, moi je veux faire du long terme analyse technique, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, et ben de les mettre en relation, autant avec des ressources éducatives, avec les potentiels meilleurs courtiers qui conviennent à leur style, et puis avec les meilleurs formateurs, avec les meilleurs outils, avec ou bien parfois des sociétés de gestion s'ils doivent être gérés, etc. Je pense que mon émission hebdomadaire, c'est un des formats, c'est une des choses qui me fait le plus plaisir à faire dans mon travail. Et je pense qu'après 2-3 mois de pause, je vais en reprendre une. Mais je la ferai plus enregistrée chez moi puis publiée sur YouTube. Je la ferai directement, je pense, sur Twitch pour pouvoir avoir justement de l'interaction avec les lecteurs. Je me suis rendu compte qu'en fait Twitter avait des défauts. Que pour l'interaction avec les gens, Twitter c'était correct, mais que j'allais déborder. Aujourd'hui j'ai 100 000 followers. D'ailleurs je crois que je suis en train de les dépasser au moment où je te parle. Ah, génial, félicitations. Voilà, donc là tu vois j'ai atteint les 100 000 et je vais arrêter Twitter à la fin du mois. En fait, sur Twitter, il est difficile de dérouler un scénario. Parce que moi, je développe mes scénarios avec une vidéo, puis ensuite plein de graphiques et plein de commentaires qu'il faut lire comme un feuilleton. Si toi t'arrives, que tu lis 2-3 commentaires, tu dis ah il est baissier donc Ouais, il est t'as pas de vendeur. contexte. Ah ben non, Ouais. non, non. Dans mon émission, j'ai expliqué qu'on pouvait être baissier sur la macroéconomie, mais qu'on allait attendre un signal pour être vendeur. Donc c'est pas parce que je te publie des graphiques baissiers macroéconomiques depuis 15 jours que j'ai des positions à la vente. Or, sur Twitter, ça peut être mal pris, mal interprété. Il y a les trolls, il y a quelques cons. Donc, je donne parfois de la nourriture à manger aux cochons et ça me dérange. En plus, j'ai atteint 100 000 followers, donc c'est 600 notifications de réponses par jour, 200 messages privés, plus Instagram, plus LinkedIn, plus tout ça. J'ai dû prendre un community manager, j'ai été débordé et ça a même un peu pesé sur mon travail et mon moral. Donc, je vais continuer d'utiliser les réseaux sociaux pour délivrer de l'information, mais sans forcément permettre aux gens de commenter ou leur répondre ou avoir des messages privés, etc. Je vais faire le tri. L'interaction, tu pourras l'avoir avec moi dans une émission. Je vais poser mon schéma, je vais poser ma réflexion et les gens pourront à ce moment-là avoir de l'interaction avec moi. Twitter, c'est aussi le temps court, donc l'envie et parfois on se sent un peu obligé de commenter ce qui se passe dans la journée et le court terme. Or, je t'ai expliqué que le court terme m'intéressait de moins en moins et que le long terme était plus important pour nos traders, nos investisseurs justement, pas nos traders. Et donc, je vais utiliser ma newsletter. J'ai créé un petit site qui s'appelle nicolaschéron.fr. Il y a une rubrique qui s'appelle Ma lettre, c'est une newsletter gratuite. Un peu comme Snowball ou d'autres qui font des newsletters, eh bien je vais réutiliser ma newsletter que j'avais mis en pause pour délivrer du contenu un peu plus long terme, un peu plus macro, un peu plus vision investisseur. Les vidéos sur BFM, Bismart et tout ça, j'en ferai plus, mais quand en 2023 je reviendrai en France, j'irai faire une télé de temps en temps. Voilà, j'ai déjà des gens qui veulent que je fasse de la formation à La Réunion, j'ai déjà des sociétés de gestion qui veulent que je fasse des conférences à La Réunion. Et je vais laisser les 4-5 mois qui viennent un peu d'effervescence, d'ouverture d'esprit, de rencontres, et je me suis pas encore fixé de trame, d'obligation, de mission, mais je vais essayer de continuer de donner du bon contenu et de pouvoir gérer de l'interaction avec les mêmes outils, mais un peu utilisés différemment. Et principalement, si les gens qui écoutent notre vidéo là veulent me suivre pour les mois qui viennent où je serai beaucoup moins présent sur Twitter, les télés et tout, ce sera donc sur la lettre sur le site nicolaschéron.fr où ils peuvent s'inscrire gratuitement. Super, on va mettre tous les liens et on poussera aussi un email pour que les gens aillent s'inscrire. Canon. Un email vers ce lien-là, ce sera avec grand plaisir. Je suis hyper content qu'on ait eu cette conversation déjà parce que j'aime beaucoup ton travail et ça faisait longtemps que je t'écoutais de manière passive sur tes les différents endroits où on pouvait te lire et t'écouter. Ça me fait plaisir aussi qu'on ait discuté un peu de... là, c'est la première fois que j'entends parler un peu de tes projets perso et donc ça me parle bien parce que la phase dans laquelle tu es, c'est une phase que je commence, alors je suis moins avancé que toi, mais je commence à y réfléchir aussi. J'avoue que je t'ai bien raconté ma vie. Hein. Ah mais franchement, j'ai adoré. Justement, j'ai adoré. Et je suis sûr que ça va beaucoup plaire aux gens qui nous écoutent. Donc Nicolas, merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. J'ai compris plein de trucs que je pensais, on a approfondi plein de sujets. Je suis hyper content et j'espère que les gens auront apprécié autant. Et puis bonne continuation pour la suite. Ouais, j'avais pas vu que ça faisait 1h30 qu'on discutait. 1h30. Je crois que ce sera l'épisode le plus long. C'est trop bien. C'est trop bien. Non, mais c'est canon.
C'est canon. Je pense qu'on a été bien complet et je voulais passer pas mal de messages. Ça a été fait. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux en bourse et puis apprenez les bonnes habitudes pour pouvoir investir à long terme aux côtés de personnes comme toi et moi qui essayons au quotidien de donner des éléments pour avancer. Et merci beaucoup de ton invitation. J'étais très content de faire ça avec toi. Bah, c'était top. Merci beaucoup. Passez tous une bonne journée. Allez vous abonner à la newsletter, likez, commentez cette vidéo parce qu'on m'a dit que je faisais pas assez d'appels à l'action, donc je le fais. Je le fais à la fin parce que je suis un peu timide. Mais voilà, en tout cas, passez une bonne journée et à bientôt tout le monde. À bientôt.